Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir les journalistes Pape Samba Sène. Pape Samba, bonjour. Bonjour, Moustapha. Et Mame Gor Ngom. Mame Gor, bonjour. Bonjour, Moustapha. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Avec vous, nous allons donc revisiter l'actualité de la semaine, une actualité qui reste encore très politique avec la démission de Thierno Bocoum qui a quitté le parti Rewmi d'Idriss Seck. Pour d'aucuns, cela pose un problème de management de ce parti, mais également un problème de démocratie interne au sein des partis politiques au Sénégal. Avec vous, nous parlerons également des affaires pendantes devant la justice telles que l'affaire Khalifa Ababacar Sall, avec notamment les derniers développements. Mais on commence par l'affaire Karim Wade. L'impression que cela donne, c'est que tel un phénix, Mame Gor Ngom, l'affaire Karim Wade renaît toujours de ses cendres. Il avait été arrêté au début du mandat du président Macky Sall, jugé, condamné, puis exilé, dit-on, au Qatar. Mais il ne se passe pratiquement pas une seule semaine sans qu'on parle de cette affaire. Cette fois-ci, ce sont les avocats de l'État qui se font entendre. À votre avis, qu'est-ce qui explique que cette affaire Karim Wade revienne toujours au devant de la scène? Merci, Moustapha. Je pense que, comme vous le dites, c'est une affaire au long cours. C'est dû à sa complexité. Parce que, si vous l'avez dit, c'était au début du mandat du président Macky Sall. Il y avait la fameuse traque au bien mal acquis. Cette traque, bon, qui apparemment n'a plus d'actualité, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus, même malgré les engagements, en dépit des engagements, en dépit des promesses, on n'en parle plus. Bon, mais c'était Karim Wade. Certains disaient que c'était Karim Wade qui était la tête de gondole de cette traque au bien mal acquis. Il a été emprisonné, il a été libéré. Mais malheureusement, sous nos cieux, c'est le chef de l'État qui détermine, bon, on dit qu'il détermine la politique de la nation, mais aussi c'est lui qui donne le là, qui est le maître du jeu. Quand il veut que les choses avancent, ça avance. Quand il veut que ça s'arrête, vraiment, tout s'arrête. C'est pour cela, quand il a voulu que Karim Wade soit libéré, on a tous suivi les conditions, les circonstances. On avait appelé à un dialogue, les gens se sont réunis. Mais derrière, c'était, bon, certains le disaient, mais ça s'est avéré. C'était pour libérer Karim Wade, et Karim Wade a été libéré dans des conditions vraiment ténébreuses, parce que ça s'est passé en pleine nuit. Jusqu'ici, on ne comprend pas beaucoup de choses, son arrivée au Qatar, pourquoi il ne veut pas venir, pourquoi tant de choses, tant de mystères autour d'une libération. Je pense que c'est pourquoi c'est une affaire qui n'est pas encore à son terme. Peut-être qu'il ne sera pas à son terme si Macky Sall le veut au cours de son mandat. Mais, comme l'a dit Doudou Ndoye, si Macky Sall voulait que Karim soit définitivement libéré, soit amnistié, je pense que Karim serait amnistié. Parce que, comme il le dit, je pense que c'est à juste titre, l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale du président de la République. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, bon, au Sénégal, plus qu'ailleurs, il n'y a pas de justice, mais il n'y a que des hommes. Et ce que le président veut, Dieu le veut. Malheureusement, ça se passe comme ça. Alors, vous l'avez dit, Mame Gor, cette affaire-là comporte beaucoup de zones d'ombre, mais ce qu'on aura remarqué, que l'honnêteté voudrait même qu'on le reconnaisse, que c'est le chef de l'État lui-même qui donne le tempo quand il détermine pratiquement l'agenda de la justice dans ces dossiers-là. Est-ce que finalement, Pape Samba Sène, on n'est pas en train de donner raison à ceux qui ont toujours défendu la thèse du deal, sinon de l'entente entre les deux camps? Mais sans aucun doute, c'est la confirmation réelle du parfum de deal évoqué ça et là tout au début. Vous savez, dans ce pays, malheureusement, certaines décisions se prennent nuitamment, se prennent avec des protocoles et autres. Vous savez, on vient d'agiter, on a agité tout il n'y a pas longtemps le retour de Karim par le truchement ou peut-être le soutien d'un chef religieux qui voudrait peut-être qu'il puisse au moins faire son retour au Sénégal. Mais quoi qu'il advienne, l'affaire Karim a tous ses mystères et tout porte à croire que le deal a bel et bien existé. Maintenant, comme un phénix, vous l'avez dit, hein, qui renaît tout le temps de ses cendres, ça accapare l'actualité et c'est le constat.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que dans ce pays-là, on a besoin d'un pouvoir judiciaire très fort, où le président s'occupe de l'exécutif et le pouvoir judiciaire joue pleinement son rôle, puisque vous savez, on en a besoin. On est un pays de droit où les magistrats doivent avoir leur indépendance. Ça remet également par ricochet sur le tapis peut-être le retrait du président de siéger, d'être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça revient sur le tapis. Donc il faut vraiment que ce pays-là, pour qu'on puisse au moins avancer, que le pouvoir judiciaire au moins garde son indépendance. Alors, dans cette affaire également, Idriss Seck l'avait dit, juste au lendemain de la libération de Karim Wade, il avait dénoncé un deal international. À l'époque, on lui avait tapé dessus, mais aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire est en train de lui donner raison. On a entendu des diplomates en parler, les Qataris notamment, les Saoudiens qui évoquent cette affaire-là. Récemment, on a lu dans la presse qu'il était même question de négociation pour que Karim Wade revienne au Sénégal. Ça a un parfum de deal international quand même. Malheureusement, l'histoire donne raison à Idriss Seck, parce qu'il avait dit, bon, il s'était attiré les foudres de pas mal de personnes, même du côté de l'opposition. Mais tout laisse croire qu'il s'agit d'un deal. Un deal, ce n'est rien d'autre, c'est un mot anglais, ce n'est rien d'autre qu'une entente. Je pense qu'ils se sont entendus, parce qu'ils se sont entendus pour que Karim soit au Qatar et il reste. Je pense que les faits sont là, ce sont des faits qui sont là, très têtus. Karim est là-bas et jusqu'ici, on ne l'entend pas. Bon, on l'a entendu une fois, c'est quand il remerciait ses militants et autres sympathisants. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la libération de Karim ne s'est pas faite seulement au Sénégal. Mais il y a le Qatar, il y a peut-être d'autres pays, l'Arabie Saoudite, on ne sait pas trop, mais tout l'espoir qu'il s'agit d'un deal. Et ce serait malheureux pour la démocratie sénégalaise, c'est malheureux pour l'image du Sénégal. Parce que je pense que les nouvelles autorités étaient venues pour refaire l'image du Sénégal, pour que les choses reviennent à l'endroit, pour que vraiment le Sénégal retrouve sa constance. Je pense que c'est pourquoi ils ont été élus, ils ont été plébiscités. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, en fin de mandat, on se rend compte que rien n'a pas bougé, rien ne bouge. Et puis, il reste des zones d'ombre qu'on n'aimerait pas franchement voir, parce que les gens se sont mobilisés. Bon, on parle souvent du 23 juin, mais il y a des 23 juin. Les gens se sont mobilisés pour que les choses aillent de l'avant, pour que rien ne sera plus comme avant. Mais apparemment, ça ne bouge pas, malheureusement. Il n'y a pas de rupture à ce niveau. Alors, l'affaire Karim Wade, on a entendu l'intervention des Qataris, des Saoudiens. Il y a depuis quelques jours l'affaire Yafou Selim. Certains disent clairement que c'est Erdogan, le Premier ministre turc, qui dicte également sa loi dans cette affaire-là. Est-ce qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui, Papa Samba Sène, que les puissances étrangères puissent intervenir comme ça dans les affaires internes du Sénégal? Oui, il y a danger, ça, il faut le dire. Nous, on est un pays qui doit garder sa dignité et son indépendance par rapport aux intérêts du peuple. Même s'il y a Erdogan ou un autre gouvernement derrière une école, mais quand cette école-là est rentable, quand cette école-là marche, quand cette école-là nourrit un culte d'excellence, il faut la préserver. Moi, j'ai aucun problème avec Erdogan ou un autre pays qui est derrière, mais on a comme l'impression que des fois nos autorités supérieures aussi acceptent peut-être le dictat ou l'influence extérieure. Et ça, c'est dangereux. On a remarqué récemment une conférence de presse d'un opposant sous nos cieux au Sénégal. Mais il y a eu toute une pression gouvernementale pour éviter peut-être que cette conférence de presse n'ait lieu, uniquement pour faire plaisir à un gouvernement, à un président de la République. Voilà, en Mauritanie, voilà, vous l'avez cité. Donc, l'affaire de Yavuz Selim, mais c'est vraiment très sensible et ça mérite, moi, toute ma préoccupation est que, au moins, que nos autorités pensent à l'intérêt des potages, l'intérêt des jeunes qui fréquentent cette école, qui est une école reconnue d'excellence. Alors, on va revenir à cette affaire Karim Wade là, Mame Gor Ngom, avec une révélation dans la presse de ce samedi. On découvre
à travers une sortie des avocats de l'État du Sénégal que 60 milliards de francs CFA ont été recouvrés et que l'État du Sénégal avait consenti à donner à ses avocats disons 2%, je crois, ou 10%, en tout cas, ils sont autour de 2 milliards de francs CFA. Ensuite, il y a eu des négociations pour leur payer un forfait. Jusqu'ici, les avocats attendent, ils ne voient pas l'argent. S'il est vrai que des milliards ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis, comment expliquer alors que l'État peine à payer ses propres avocats? Je pense que c'est à la limite surréaliste. Parce qu'on ne peut pas, même si, bon, je sais pas, même si la traque était un échec, bon, si un État s'engage à payer des avocats, il doit le faire. Je pense que ça, il n'y a pas de justificatif possible. On ne peut pas pardonner ça. Si un État s'engage à payer des avocats ou bien d'autres fonctionnaires ou bien des privés, je pense qu'il a la responsabilité, cet État a la responsabilité de respecter ses engagements. C'est aussi simple que ça. Mais cela aussi est une illustration éloquente de l'échec de la traque. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La traque a été un échec. Bon, au début, on était tous ici. Il y avait le fameux procureur spécial Alioune Ndao qui avait cité nommément 25 personnalités qui devaient être traquées. Mais si, avec le recul, on se rend compte que bon, personne n'est traqué. Si ce n'est Karim Wade, Aïda Ndiongo, quelques seconds couteaux qui ont été vite libérés, je pense que cette traque est un véritable échec. Et il avait parlé de 690 milliards d'argent avec Aïda Ndiongo. On avait parlé de 52 milliards. Le procureur général, il avait même donné des détails croustillants, des petits détails sur la fortune de la dame, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout cela, ce n'est rien. Je pense qu'on doit se rendre compte que la traque a été un échec. Est-ce qu'on a tout le monde l'avait salué dans cette affaire? Non, c'est un manque de sérieux, parce que tout le monde avait applaudi. La majeure partie des Sénégalais avaient applaudi, même si c'était une justice un peu expéditive. Bon, avec une juridiction d'exception et tout, bon, ça c'est du juridisme, mais tout le monde avait senti que sur le principe, bon, il fallait que l'argent qui a été soutiré doit être pris, et puis que les gens, que ceux qui sont fautifs soient mis en prison. Je pense que ça, tout le monde était d'accord sur le principe. Mais on s'est rendu compte que, comme avec les fameux audits en 2000 avec Abdoulaye Wade, on s'est rendu compte que la traque n'était pas une traque destinée vraiment à pourchasser des voleurs, mais à régler des comptes politiques. Et ça, ce qui est dommage. On a emprisonné Karim Wade, on ne le défend pas. Peut-être qu'il n'est pas blanc comme neige, peut-être qu'il n'est même pas blanc. Mais sur le principe, la manière dont les choses se sont passées, c'est à la limite abject. C'est pas digne d'un État respectable, c'est pas digne d'un État issu d'une seconde alternance, avec l'engagement des citoyens, avec l'engagement de beaucoup de personnes, avec tout l'espoir porté sur Macky Sall, sur les nouvelles autorités. On ne devait pas aujourd'hui, on ne devait pas être dans cette situation vraiment désastreuse. C'est à la limite désastreuse. Donc, je sais pas, mais moi je pense que la traque est enterrée. Elle est définitivement enterrée. Il faut le dire. Bon, il faut le dire, il faut le reconnaître. La CREI, qu'est-ce que ça sert à quoi maintenant? Ça ne sert à... Même l'OFNAC... dans un journal que de loup, la CREI est devenue un agneau. Oui, vraiment. Mais vous imaginez, même l'OFNAC, qui était censé, parce que c'est selon les mots du président de la République, l'OFNAC était censé gérer les problèmes... Traquer les dirigeants actuels du pouvoir. Mais l'OFNAC a été affaibli. Donc, bon, ils ont pris une option sérieuse, et tout le monde le connaît. Je pense que les Sénégalais sont assez mûrs. Bon, s'ils veulent continuer sur cette condition, on n'y peut rien. Mais on ne fait que constater. De 2012 à 2017 aujourd'hui, je pense que beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Alors, on aura également remarqué que là, on parle de milliards, 60 milliards recouvrés, là où on n'avait pas, Karim Wade devait, je ne sais pas, payer quelques cent et quelques milliards, 115 milliards, je crois. Alors, les avocats réclament leurs honoraires. Est-ce qu'on n'est pas en face d'un État qui donne l'image d'être dans un partage de butin, c'est-à-dire on fait le job ensemble, on prend l'argent et puis on se partage?
tout porte à le croire. En tout cas, moi aussi, je partage l'idée de Mame Gor par rapport à l'échec de la traque, l'échec de la CREI et l'échec même de certains organes réputés très rigoureux dans la vérification des hauts fonctionnaires. Et c'est regrettable, puisque le président Macky Sall, à l'orée un peu de son avènement, tout le monde avait applaudi des deux mains avec les ruptures et les slogans prônés. Mais sur la pratique, on sent que les mêmes actes, les mêmes scandales et les mêmes cas de mal-gouvernance. Et ce qui étonne, c'est que les quelques personnes qui ont été citées par les organes dont fait état Mame Gor n'ont jamais été inquiétées. On a parlé de l'actuel directeur du COUD, cité dans un rapport. Il n'a même pas été démis de ses fonctions. Et d'autres. Et c'est dommage, puisque il ne sert à rien de mettre des institutions ou bien de brandir le bâton et ensuite de ne pas faire les sanctions idoines, puisque ça doit être dissuasif. Vous savez, emprisonner quelqu'un pour faute de gestion, c'est pour éviter à l'avenir que d'autres fassent la même chose. Maintenant, l'État ne paye pas ses avocats, c'est regrettable. Moi, je suis parmi ceux qui sont très convaincus que cette traque-là n'a pas généré l'effet escompté, il n'y a pas eu de milliards. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés dans cette affaire, l'argent du contribuable, avec des commissions rogatoires, des responsables de cabinet, des experts qui ont essayé. Il y a eu une série de com pour la crise. Tout à fait, et des missions ça et là pour traquer quelque part. Mais au finish, on s'est rendu compte que aucun centime n'est entré dans les caisses. Et coup de théâtre, 25 personnalités citées, peut-être 2 à 3 ont été rappelées. Actuellement, on parle même du rapprochement entre Aïda Ndiongo et autres. Vous savez, dans ce pays-là, ce qui est regrettable, c'est que le président de la République est un demi-dieu. Donc, tout se décide au palais. On aimerait que cette justice-là soit indépendante et que tout se passe dans les règles de l'art pour que vraiment que le pays puisse marcher. Mais cette affaire-là, Mame Gor, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, elle est très politique, éminemment politique, il faut le reconnaître. Alors, beaucoup disent que l'objectif était de tout faire pour empêcher à Karim Wade d'être candidat à la prochaine présidentielle. Tout porte à croire qu'il a peu de chance de participer à la prochaine présidentielle. Et ce matin, dans le journal Vox Populi, l'avocat, Maître Doudou Ndoye, dit quelque chose de très simple, c'est-à-dire que Karim ne veut pas être candidat. Oui, c'est ça. Je pense qu'avant lui, d'autres l'ont dit. Hein. Et quand c'est Doudou Ndoye qui le dit, bon, comme Doudou Ndoye dixit, quoi, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Connaît la science, il connaît bien ce qu'il dit. Et puis, il ne le dit pas, parce qu'il a bien expliqué. Il parle, il interprète des lois. Il parle de lois. Je pense qu'il ne parle pas de politique. Il dit que le temps ce que la loi dit, c'est que Karim Wade ne peut pas être candidat tant qu'il n'est pas amnistié. Je pense que même c'est pourquoi il parle de dialogue. Le dialogue dont on parle, on ne peut pas dialoguer, parce qu'on ne peut pas dialoguer selon une certaine partie de l'opposition sans que Karim ne soit candidat, ou bien Khalifa Sall tant qu'il ne sort pas de prison. Je pense que si l'actuel pouvoir, si vraiment l'actuel pouvoir voulait que Karim soit candidat, il le serait sans problème. Parce que l'Assemblée nationale peut voter une loi d'amnistie. Rien n'est impossible. Je pense que ça dépend de la volonté. Bon, mais est-ce que ça c'est bon pour la démocratie ou non? Ça dépend des formes ou bien ce qu'on y mettra. Parce qu'on se rend compte qu'il y avait un bras-le-bas de combat pour que les députés lèvent l'immunité de certains députés, d'autres députés, comme Omar Sarr, à l'époque Ousmane Ngom, on avait levé leur immunité. Pour rien. Il y avait un bras-le-bas de combat. Abdoulaye Baldé, il y avait une énergie énorme qui a été dépensée. Toute la presse en parlait, ça alimentait la chronique. On a levé leur immunité pour rien. Pour rien du tout. Je pense que s'ils veulent amnistier Karim Wade, ils peuvent le faire sans problème. Mais comme le dit Doudou Ndoye, ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment
un peu incohérent que Karim soit candidat dans ces conditions. Parce que s'il y avait une curiosité, au lendemain de sa condamnation, il y avait le ministre de la Justice. Oui, Sidiki Kaba, qui était allé dans le 20h de la RTS pour dire qu'il garde tous ses droits politiques et civiques. Et moi, c'est ce qui est étonnant dans cette affaire. C'est ça. C'était un peu étonnant. C'était un peu curieux que le président, que le garde des Sceaux monte au créneau pour dire que Karim garde intact ses droits civiques, alors qu'il a été condamné pour détournement. Je pense que c'était un peu... Mais cela aussi montre que vraiment, il y a un manque de vision, il y a un manque de perspective dans cette affaire. Ou bien ce sont des perspectives qui sont un peu lugubres. Alors, est-ce que cette sortie, Mame Gor, disons, quelque peu maladroite du ministre de la Justice d'alors, devenu chef de la diplomatie sénégalaise, ne risque pas d'être un argument pour les partisans de Karim Wade? On se souvient d'ailleurs que c'est le même ministre qui était allé à l'Assemblée pour dire que Khalifa Sall garde tous ses droits, il peut être candidat à l'élection aux législatives. Khalifa Sall a été candidat, élu, et aujourd'hui beaucoup lui rappellent cette phrase-là et disent que puisqu'il peut être candidat, il doit exercer ses fonctions de député, il faut qu'il sorte de prison. Est-ce que ce n'est pas ce genre de sortie-là qui risque de peser un peu? Et puis ce serait de bonne guerre s'ils utilisent cette sortie pour leur combat. Je pense que logique pour logique, ça doit se passer comme ça. Quelqu'un qui peut être candidat, donc qui est élu député, bon, donc normalement il ne doit plus être en prison. D'ailleurs, c'est ce qu'explique Maître Doudou Ndoye. Il le dit dans l'entretien. Il le dit clairement que la place de Khalifa Sall n'est plus la prison. Et puis Khalifa Sall en prison, c'est une violation flagrante de la Constitution. Il le dit clairement et je pense qu'il le dit en des termes très clairs, très précis. Bon, c'est compréhensible. Donc, logique pour logique, Khalifa Sall devait être libéré et doit aller à l'Assemblée nationale. Je pense que ce serait la logique. Mais vous savez, bon, avec les engagements de nos hommes politiques, c'est pas tout à fait. Parce que je crois en la bonne foi de Maître Doudou Ndoye, puisque je me souviens, lorsque Karim était encore en prison, lui, il avait tout fait des sorties du genre à ce qu'il devait être libéré. Donc aujourd'hui, s'il revient à la charge, puisqu'il fait allusion aux conditions de libération de Karim. Donc, on revient au deal, on revient aux zones d'ombre qui entourent cette libération nocturne avec coupure de l'Internet et flou et autres, et juste billet d'avion en main, c'est le Qatar. Et jusque-là, Karim ne parvient pas à rentrer chez lui. Donc, Doudou Ndoye, s'il le dit, je pense qu'il doit avoir raison. Donc, quelque part, le pouvoir qui tire ses ficelles et qui essaie de tirer les atouts de son côté, peut-être a permis à Karim une libération entre mi-figue, mi-raison concernant ses droits, tous ses droits civiques. Tout porte à le croire. Donc, alors, Pape Samba, ce qui arrive ce qui est arrivé à Karim Wade va sûrement arriver à Khalifa Babacar Sall, parce qu'aujourd'hui on va inéluctablement vers un procès. Est-ce que ce n'est pas la preuve, est-ce qu'on peut y voir la preuve d'un génie politique du président Macky Sall qui fait tout pour écraser tous ses adversaires, ou bien vous vous dites que c'est trop facile d'utiliser l'appareil judiciaire à des fins politiques, voire politiciennes? En tout cas, c'est presque kiff-kiff. On va vers les mêmes causes produisant les mêmes effets. Moi, j'en suis convaincu que non seulement tous les tenants de pouvoir de ce bas monde, c'est souvent la carotte et le bâton. Mais sous nos cieux, avec le nouveau régime, ce qu'on constate est qu'il y a souvent plus le bâton que la carotte. Maintenant, Karim Wade, avec l'effervescence, la prison, Karim ne pesait rien, mais il faut reconnaître que Macky a fabriqué Karim avec le séjour carcéral. Maintenant, Khalifa Sall, il a eu une même mise sur Dakar malgré tout, avec des coups bas en bas concernant son budget haut. N'empêche, il a eu à réussir des prouesses électorales. Maintenant,
si perdre la capitale, elle est importante. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette affaire de Khalifa, comme l'affaire de Karim, sont des affaires politiques. De perdre à Dakar en 2019, voilà. C'est aller au deuxième tour. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Khalifa ne sortira pas de sitôt de prison, en quelque sorte. Est-ce que le danger, Mame Gorgom, si on fait un peu de prospective, ce n'est pas de se retrouver à une élection présidentielle en 2019 avec un Macky Sall qui n'aura en face de lui que de petits candidats qui ne peuvent du tout l'inquiéter? Parce que si on exclut des prochains combats un Khalifa Sall, un Karim Wade, on a l'impression que, avec ce qui se passe dans les partis politiques depuis quelque temps, on y reviendra, on a l'impression que c'est le vide total en face de lui. Bon, je pense que ce serait dommage. Et bon, dommage pour la démocratie. Pour la démocratie. Et on espère qu'il n'en arrivera pas à ce stade. Vraiment, ce serait terrible. Parce que le fait d'éliminer des candidats, le fait de diviser des partis politiques, je pense que ça ne nécessite aucun talent. On n'a pas besoin de talent. On n'a pas besoin de talent pour ça. Bon, tu sais, il faut avoir le chiquier et le décret. On voit rarement des gens qui sont dans le pouvoir démissionner. Peut-être un pouvoir finissant, quand les gens pensent que le navire va couler, ils partent. Ici, on voit rarement. Même ceux qui... Mais regardez, suivez bien mon regard. Il y a certains qui avaient démissionné, mais ils sont revenus. Absolument. Oui, récemment, bon, il y a des... Youssou Touré est revenu à de meilleurs sentiments, il a avalé tout ce qu'il avait dit, et puis bon, voilà quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est le pouvoir. Ouais. Mais pour si on est dans l'opposition, on peut démissionner d'un parti politique. Bon, c'est moins risqué. Je pense que ça aussi, il n'y a aucun courage. Il n'y a aucun courage de quitter un parti de l'opposition. Dans tous les cas, même si tu ne vas pas directement dans le camp du pouvoir, bon, il y a toujours des... mais il y a toujours des raccourcis. Il y a des aides malades, des aides indirectes et tout. Bon, on sait, c'est le Sénégal. Il y a des gens qui crient sur les plateaux, qui critiquent, mais nuitamment, ils vont vers le pouvoir. Je pense que ça, c'est fort possible. Donc, Macky Sall, je pense que le président de la République gagnerait que le combat reste juste et qu'on soit sportif, comme on le dit, et que tout le monde participe. Il peut, je pense qu'en Afrique, avoir un second mandat aussi, ça ne nécessite pas un grand talent. Un pouvoir qui fait le minimum, qui s'active pour les préoccupations des populations, je pense qu'il peut avoir un second mandat sans coup férir. Vous savez, en Guinée, il y avait Ebola, il y avait l'impopularité de Alpha Condé et tout. Malgré tout, il est passé au premier tour. Ouais. On ne dit pas que la Guinée, c'est le Sénégal. Comparaison n'est pas raison. Mais que Macky Sall sache, comme il l'a dit, qu'il mette au-devant la patrie avant le parti, comme il l'a dit. Qu'ils mettent au-devant la rupture, cette gouvernance sobre et vertueuse. Je pense que les Sénégalais applaudiraient quand il aura réussi à respecter ses engagements. C'est comme il l'a dit ailleurs, comme qu'il continue de le répéter, je pense qu'il n'a qu'à constituer, dire que le seul parti qui vaille, c'est le parti Sénégal. Au-delà des petites contingences, au-delà des petites coteries, je pense que c'est le Sénégal qui doit être mis au-devant. Mais malheureusement, on se rend compte que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas danger, Papa Samba Sène, pour un pays d'avoir un pouvoir qui a l'impression d'avoir le néant, le vide en face de lui, qui peut tout se permettre? Parce que on a donné tout à l'heure l'exemple du 23 juin. Avant le 23 juin, on pensait que absolument rien ne peut arriver au pouvoir d'Abdoulaye Wade. On disait que c'est l'homme qui a bénéficié de la plus grande durée d'état de grâce. On a vu ce que ça a donné le 23 juin. Est-ce que le danger, justement, ce n'est pas d'avoir un pouvoir très fort avec une opposition très très faible? Mais bien entendu, ça c'est avoir une mémoire courte que de croire qu'il faut écraser, effacer tous les adversaires devant nous pour pouvoir avancer. Vous savez, moi, pour ma petite culture, je pense que au Sénégal, c'est ce qui font la différence. Ils ne sont même pas dans les partis politiques. Ils ne s'agitent pas. Ils sont dans chez eux, dans leur domicile et autres, et ils attendent le moment opportun pour réagir. Vous imaginez dans les partis politiques, qui sont dans les partis politiques. Et ce qu'on voit au Sénégal également est extraordinaire pour un pays de valeur.
de ngor, de djom, de coléré. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est fini les idéologies, c'est fini les convictions politiques. Actuellement, c'est le business politique. Dites-moi, parmi les presque 300 et quelques, c'est environ presque plus de 286 partis, est-ce qu'il y a un parti actuellement politique où il y a des responsables convaincus de l'idéologie, convaincus avec croyance, avec la foi en ce parti? Ce que vous voyez, les gens, ils créent un parti maintenant, non pas pour conquérir le pouvoir, mais pour être appelé demain, pour être ministre ou pour être DG quelque part. Vous imaginez des leaders de partis politiques qui n'ont même pas de quoi se payer une charrette pour pouvoir se déplacer, a fortiori un siège ou je ne sais pas quoi. On crée un parti pour intégrer une coalition. En tout cas, ce serait très grave de vouloir faire le vide autour de soi pour pouvoir croire qu'on va exister. Et vous imaginez, en 2000, Wade, un peu sur ses tablettes, c'était pas Macky. Il pensait à d'autres leaders. Peut-être c'est la Baraka et c'est Macky qui devait sortir. Il s'était concentré sur deux à trois autres leaders et ça a profité au président Macky Sall. Maintenant, c'est sûr que broyer ses opposants, Khalifa, Karim ou autres, mais peut faire émerger un autre leader qui ferait la différence, on ne sait jamais. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent, notamment à travers Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 que vous suivez et que je reçois ce samedi Mame Gor Ngom, journaliste, chroniqueur et analyste politique, et Pape Samba Sène, il est également journaliste, analyste politique, directeur de publication du journal L'Évidence. On va avancer un peu dans ce débat, Mame Gor, pour parler, il a évoqué tout à l'heure les idéologies dans les partis politiques. On a vu les remous dans les partis de gauche qui dit la gauche généralement parle d'idéologie, ils y tiennent. Mais aujourd'hui, il y a une crise totale au sein de nos partis. Évoquons d'abord le cas Thierno Bocoum, connu depuis quelques années. Il a émergé, comme il le dit, dans l'espace politique. On ne le connaissait pas. Il est devenu député. On le présente comme un des députés les plus pertinents de la 12e législature. Finalement, j'ai envie de vous demander, qu'arrive-t-il à Idrissa Seck et à son parti pour perdre de tels hommes? Oui, mais c'est malheureux. Je pense que c'est toujours dangereux ou bien ce n'est pas bien pour un parti de perdre ses principaux responsables. Je pense que depuis 2012 ou bien avant, Idrissa Seck, il perd petit à petit ses lieutenants, des gens de valeur. Bon, mais aussi il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur le dos d'Idrissa Seck. Peut-être il peut y avoir des problèmes de management. Il peut y avoir des problèmes au sein même de la gestion du parti Réumi. Parce que Réumi, j'ai l'impression que comme du temps de Wade, tout puissant, j'ai l'impression qu'à Réumi aussi, il y a une seule constante. Tout le reste, ce sont des variables. Je pense que dans pratiquement tous les partis politiques, toutes les formations politiques au Sénégal, c'est comme ça. Vous regardez à l'AFP, ailleurs, il y a un leader tout puissant à qui appartient tout, les chaises et tout, qui gère à sa guise. Je pense que ça aussi c'est dangereux, c'est un problème. C'est un problème de management interne au sein des partis politiques. Vous travaillez sur l'actualité au quotidien, Mame Gor Ngom. Est-ce que ce n'est pas quand même triste de voir que dans ce parti, contrairement à ce qu'on voit par exemple au PS, à l'AFP, à l'APR même, des structures qui fonctionnent, même si c'est un semblant de fonctionnement, on voit des structures, les enseignants, les cadres, les femmes, les jeunes, qui se prononcent sur les questions d'actualité. Moi, j'ai pas l'habitude de voir ça à Réumi. C'est une curiosité, hein? C'est une curiosité à Réumi. Bon, franchement, à Réumi, bon, je ne connais pas de structure de Réumi quand même. Peut-être ça existe, mais je ne connais pas de structure de Réumi. Elles ne sont pas très visibles. Nous, on connaît Idrissa Seck, on connaît Thierno Bocoum, on connaît Déthié Fall, c'est ça. Bon, souvent, il y a des jeunes qui s'activent, mais c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Je pense que c'est pas bon pour Idrissa Seck. Il gagnerait à changer sa méthode de faire, mais aussi certains quittent parce qu'ils ne trouvent pas leur compte.
parce que en général ceux qui quittent ne sont pas bien cotés ou bien ils ont des frustrations accumulées depuis des années et ils préfèrent aller ailleurs. Certains disent par exemple que si Thierno Bocoum avait été réélu député, il n'aurait jamais quitté le parti. Oui, on imagine difficilement parce que Thierno Bocoum, il était convaincu. Il défendait bien Idrissa Seck. Bon, il a même dit dans sa lettre de démission. Il l'a remercié parce qu'il l'a appuyé, parce que dans tous les cas, c'est son maître et puis c'est lui qui l'a imposé. Et bon, il a son talent, il a son intelligence, il a son charisme, mais c'est Idrissa Seck qui l'a imposé. C'est lui qui a voulu qu'il soit là-bas. Et si Idrissa Seck voulait qu'il soit réélu député, il le serait, je pense, absolument. Je pense que si Thierno Bocoum est parti, même s'il parle, moi j'ai eu à le dire, même s'il parle de convenance personnelle, si Thierno Bocoum est parti, c'est en grande partie parce qu'il n'a pas été investi sur les listes, parce qu'il n'a pas été député. Parce qu'aux yeux de l'opinion, aux yeux des Sénégalais, des observateurs, Thierno Bocoum c'était un bon député, quelqu'un qui était vraiment pertinent, qui était présent à l'Assemblée nationale, qui faisait des propositions, qui était toujours d'attaque pour défendre Rewmi. Bon, le parti Rewmi et l'autre Rewmi de Sénégal. Je pense que tout le monde pensait, tout le monde était ému quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas député. Mais s'il a quitté donc, c'est en grande partie. Alors, quelqu'un d'autre qui avait quitté Idriss Seck depuis longtemps d'ailleurs, c'est Oumar Sarr. Non, pas Oumar Sarr, le coordinateur national du PDS, mais l'autre Oumar Sarr. Et il dit à peu près ceci sur dans la presse, en tout cas, il dit que Idriss Seck ne s'intéresse plus à Rewmi depuis très longtemps. Il dit même qu'il est dans ses affaires politiques, dans ses affaires privées, la politique ne l'intéresse pratiquement plus. Est-ce qu'on peut croire qu'Idrissa Seck a abandonné tout rêve, toute ambition de devenir président de la République? Non, moi, j'en fais pas de cette parole de Omar Sarr une parole d'évangile, puisque Omar Sarr, moi, des fois, c'est des faits que j'analyse. Il est de l'autre côté. Lui, pour la petite histoire, même il paraît qu'il allait être parmi la course sur les législatives, mais il a été travaillé par Macky à Sursoir. Il attend certainement tout bonnement un strapotin quelque part. De toute façon, ce qui se passe est que Idrissa Seck, il est vrai qu'il a ses qualités et ses défauts, mais il faut reconnaître que Idrissa Seck est un fils, entre guillemets, de Wade, comme Macky l'est. Donc Idrissa Seck, en quelque sorte, même s'il y a beaucoup de départs, puisque ces départs ne sont pas uniquement au niveau du Rewmi, mais ces départs qui sont dus peut-être à des privilèges, mais s'opèrent partout. Imaginez ce qui s'est passé récemment à Kolda, où des responsables du PS ont quitté le PS qui est allié à Macky. À mon entendement, ça n'a pas de sens. Mais les gens, ils partent parce qu'il y a le pouvoir. Donc, pour le cas de Thierno Bocoum, très engagé et très pointu en tant que jeune, très intelligent, entre guillemets, puisqu'il est excellent, ce qu'il nous a démontré en quelque sorte. Mais s'il dit qu'il exclut Macky et qu'il quitte Idi, et que lui, son départ, c'est par convenance personnelle. Mais nous, on fait des rapprochements. C'est vrai que s'il était député, il n'allait pas quitter le Rewmi. Quoi qu'il advienne, c'est une grosse perte pour Idrissa Seck. C'est un jeune avec beaucoup d'avenir. Il a Déthié Fall, très engagé lui aussi, qui est son numéro 2. Mais est-ce qu'un général doit quitter tous ses lieutenants? Ça aussi, c'est ça la question. That's the question. Je pense que si, il faut l'histoire, il faut bien interroger l'histoire. Wade, quand il a fallu que Wade, bon, on dit pour la petite histoire, on dit qu'il a fallu que dans ce landing Savané et autres,
en France pour le chercher. Oui. Alors qu'on dit qu'il n'avait pas de l'argent, qu'il avait tout abandonné. Oui. Donc, pour être président de la République aussi, c'est souvent des détails. Mais en France, qui disait que personne n'avait imaginé que Macron, 4 ans avant, il serait président aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'Idriss Seck a peut-être compris que c'est pas le Rewmi qui va, son Rewmi à lui, qui va donner le pouvoir, mais qui va lui donner le pouvoir, mais qu'il faudrait peut-être trouver autre chose? Je pense qu'il peut-être il l'a compris, mais il devait comprendre ça peut-être depuis très longtemps, parce qu'il devait lui-même, il devait se départir du Parti démocratique sénégalais, parce qu'il pense qu'il disait souvent qu'il est l'actionnaire numéro 1. Je pense que c'est ce qui l'a retardé. C'est beaucoup accroché à ce parti. Il s'est accroché au Parti démocratique sénégalais, c'est ce qui l'a retardé à grande partie, hein, parce que dans tous les cas, les hommes politiques sensés, responsables et intelligents qui interrogent souvent les faits et qui font de bonnes lectures, ils savent que ce n'est pas les partis politiques qui font élire les présidents. Non, ce n'est pas possible. Mais ce sont les Sénégalais, les citoyens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui ne participent pas aux meetings, ceux qui ne s'intéressent même pas à la politique en tant que telle, comme on le fait. Ils n'ont pas de leader, mais le jour du vote, ils savent distinguer la bonne graine des livrets. Pour rester sur votre grille de lecture, Mame Gor Ngom, est-ce que quelque part Idriss Seck, si tous ces gens-là partent, est-ce que quelque part Idriss Seck ne se dit pas, s'il ne fait pas grand-chose pour le retenir, qu'il a été avec Wade dans le PDS, il a vu que depuis 1974, quand même, le Parti démocratique sénégalais a été marqué par plusieurs départs, et pas des moindres, hein, des départs de grands ténors qui ont quitté le PDS, et au moment où on croyait le PDS mort, Wade mort, il est devenu président de la République. Est-ce que ce n'est pas quelque part ce qui détermine un peu le fonctionnement des Non, c'est bien une lecture possible, hein. Franchement, c'est bien une lecture possible. Et comme on le dit, nul n'est indispensable. Vous savez, le Sénégal, il y a beaucoup de talent. Mais à Rewmi, moi j'ai des amis qui sont à Rewmi, mais je connais des gens à Rewmi qui ont fait de bonnes études, qui ont des parcours remarquables, qui sont bien sur le plan intellectuel, mais qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas visibles. Mais si Idriss Seck peut décider qu'il soit connu bien, ces gens-là peuvent être connus. Mais on connaît Abdourahmane Diouf, mais il y a d'autres personnes qui sont à Rewmi. Le Rewmi, quand on parle de Rewmi, beaucoup pensent à Yankoba Seydi, Yankoba Diattara. Ensuite, il y a eu Abdourahmane Diouf, maintenant Thierno Bocoum, il est parti, peut-être que d'autres... Je pense, comme on le dit, Sénégal, Dara est le quoi. Il y a beaucoup d'intelligence, hein. Il y a beaucoup d'intelligence au niveau des Rewmi ou au niveau d'autres partis. Mais il y a des gens qui choisissent d'être au devant du public, qui choisissent de parler. C'est un choix. Mais il y a des gens aussi sur qui compte Idriss Seck, parce que c'est lui aussi, comme on le dit, malheureusement, c'est la seule constante. C'est lui qui décide qui sera quoi, quelque chose comme ça. Quelque chose que Thierno Bocoum dit après sa démission, c'est qu'il parle d'un combat pour l'alternance générationnelle. Il n'est pas le premier à le dire, d'autres personnes ont théorisé ça avant lui. Il y a même un parti qui s'appelle Mouvement pour l'alternance générationnelle, le MAC de Cheikh Sarr. Est-ce qu'aujourd'hui on peut peut-être espérer pour Thierno Bocoum qu'il réussisse là où d'autres ont échoué? Parce que les générations en politique, en tout cas au Sénégal, on pensait que c'est avec Macky Sall il y aurait une autre génération, mais c'est les mêmes qui gouvernent, quoi. Ouais, en tout cas, nous l'encourageons à prôner cela, puisque c'est la marche des choses. Il faut tout le temps qu'il y ait renouvellement des choses, même si quelque part au niveau du pouvoir on refuse cela. C'est même à la limite peut-être une insulte à la génération. Vous savez, il y a quelques directeurs de sociétés qui ont atteint l'âge à la retraite, qui sont maintenus à leur poste. Aujourd'hui, ce qu'on voit également, c'est que Macky Sall, qui est né après les indépendances, il est entouré de dinosaures, comme on dit, entre guillemets. Maintenant, est-ce que Thierno pourra peut-être réussir ce combat? Mais il faut que au moins... Avec qui mener ce combat? Ah voilà, il faut des pionniers en tout, mais c'est pas du tout facile. Vous savez ce qui se passe dans nos partis politiques, c'est comme l'a dit Mamgo, c'est des propriétés privées. C'est un leader qui là, à qui appartient les chaises, les choses, qui met les billes. Vous savez, pour la petite histoire, il y a un parti politique
où les leaders, ex-directeurs, ex-ministres, mais étaient entretenus chaque fin du mois, je ne vais pas citer ce parti, par le leader. Mais ce parti-là, si vous voulez en congrès, peut-être postuler pour échanger le secrétaire général, mais c'est bonjour la guerre. Donc nos partis politiques au Sénégal, c'est une démocratie prônée avec un slogan creux, mais la réalité est qu'il y a quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, et voilà. Alors là, on parle de Rewmi, mais avant le Rewmi, il y a eu l'AFP avec le départ de Malick Gakou, le PS également frappé, ce qu'on voit avec Khalifa Sall et ses amis, la LD, après le départ de Blaye Bathily, Mamadou Ndoye s'est installé à la tête du parti, mais ce fut très très bref. Ensuite, il y a eu AJ/PADS qui a été scindé en deux, même du temps de Wade déjà, le Parti démocratique sénégalais qui est également frappé. Finalement, c'est un problème de démocratie interne au sein de nos partis, un problème de management, ou bien c'est parce que quelque part les pouvoirs ont toujours cette tendance à vouloir casser les partis, surtout ceux de l'opposition. Je pense qu'il y a les deux à la fois, hein. Il y a les deux à la fois, parce que c'est de bonne guerre. Un parti au pouvoir, il a tendance à affaiblir les autres partis. Je pense que ça, c'est de bonne guerre, même si on peut vraiment déplorer cette pratique en démocratie, parce qu'il faut qu'il y ait de l'opposition, il faut qu'il y ait des opposants, il faut qu'il y ait une société civile sérieuse, il faut une presse crédible dans une démocratie. Je pense que si on veut se débarrasser de ces entités, bon, ce sera autre chose que la démocratie. Mais il y a ça, au niveau des partis politiques, les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, sont des proies très faciles. Oui. Parce que c'est le règne de l'argent. Mais imaginez que des partis de gauche, bon, on parle de mort des idéologies depuis très longtemps, les partis dits de gauche, bon, on disait que bon, eux, ils n'aiment pas l'argent, mais aujourd'hui, ils acceptent de prendre 4 millions, et puis ils le disent, quoi. Donc ça c'est la fin du monde. Vraiment, on a enterré les idéologies, comme on le dit, les idéologies et les vertus qui allaient avec. Comme le disait Sembène dans le mandat, bon, dans ce pays, l'honnêteté, c'est un handicap. Hein. Les gens honnêtes sont handicapés. Donc, c'est pourquoi peut-être bon, ils vont tout faire aussi pour se servir. Ils se sont tus depuis très, très longtemps. Aujourd'hui, quand Ndoye, qui est vraiment respecté, quelqu'un de vraiment respecté, un intellectuel de sa stature et tout, quand il accepte certaines choses, je pense que ça, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au sein des partis de gauche qui s'est cassé? Quand on voit par exemple que Abdoulaye Bathily a été au pouvoir avec Diouf, Landing Savané avec AJ/PADS avait refusé d'entrer dans le gouvernement de Diouf. Amath Dansokho a été au pouvoir avec le gouvernement de Diouf. Il avait comme numéro 2 Sémou Pathé Gueye. Ils ont travaillé ensemble pendant des années avec Ibrahima Sène au PIT. On n'a jamais quand même entendu dans ces partis des problèmes d'argent. Aujourd'hui, ils sont remplacés par une autre génération et les problèmes d'argent se posent. C'est quoi le problème? La gauche a changé, elle a besoin d'argent aujourd'hui, ou bien c'est le contact avec le pouvoir d'Abdoulaye Wade qui a fait qu'ils ont compris qu'il faut de jolis costumes, de jolies femmes, de belles femmes et puis de belles voitures. Je pense que Wade a beaucoup changé. Hein. Wade, bon, il a beaucoup changé, mais je pense qu'il n'y a pas de génération, c'est la même génération. Hein. C'est la même génération. C'est la même génération pratiquement. Peut-être ils ont goûté aux délices de la vie et de l'argent, c'est pourquoi ils ont complètement changé. C'est ce qui est malheureux, ce qui est vraiment malheureux. C'est pourquoi, pour le cas Thierno Bocoum, bon, on lui souhaite vraiment du succès. On lui souhaite beaucoup de succès. Bon, je lui souhaite beaucoup de succès pour des raisons personnelles, bon, que peut-être je n'évoquerai pas ici, mais il faut qu'il fasse attention, parce que tout le monde est en train d'observer. On regarde. Tout le monde regarde. Bon, c'est bien, il est pertinent, il a pris ses responsabilités, il est parti et tout. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Parce que tout le monde, il y a les tentations du pouvoir. Oui. Vous avez tellement raison qu'avant lui, il y a des jeunes talentueux, sérieux, qui avaient un avenir et qui se sont perdus en cours de route. Et certains, c'est d'ailleurs le cas d'Aliou Sow. Oui, c'est ça. Donc, il faut que les gens sachent raison garder, qu'on l'observe et on espère qu'il va prendre une bonne décision. Je pense que la bonne décision ne serait pas d'aller avec le pouvoir. Parce que dans sa lettre, c'est très clair. Il a fustigé de manière vraiment violente le pouvoir de Macky Sall.
il a remercié de manière courtoise Idrissa Seck. Il a pris son chemin. Bon, peut-être même si le chemin n'est pas original, parce que l'alternance générationnelle et tout, bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'entend. On l'a entendu sous nos cieux depuis très longtemps, mais depuis lors, on ne voit pas d'alternance générationnelle. Même pour Macky Sall, ça ne devait être une alternance générationnelle. Absolument. Parce qu'on dit que c'est un président qui est né après les indépendances. Mais on se rend compte que ce sont les mêmes pratiques, les mêmes méfaits de la gouvernance. Quelqu'un qui doit regarder tout cela avec un sourire certainement, c'est Abdoulaye Wade. Hein? Parce que là, on a l'impression que Macky Sall est en train de faire exactement ce qu'il faisait avec ses alliés, c'est-à-dire casser le maximum possible. Ouais, ça, en taquinant un ami, je lui ai dit cette anecdote, je lui ai dit, mais Abdoulaye Wade, il est comme l'autre prophète qui a vu tous ses ennemis périr, ou qui a eu l'opportunité de tout voir avant de quitter ce bas monde. Vous voyez, moi je me demande des fois, devant le petit écran, je me demande, mais comment Wade, il est en train de regarder tout ça? Puisque c'est un passé très très récent où il faisait la pluie et le beau temps, où quand le Gorgui national sortait, c'est les gens qui lui disaient mais pas bien, mon solo, costume et autres, mais son propre neveu l'a quitté. Les Samuel, actuellement on parle de courtier au niveau du palais, mais vous imaginez, moi je me demande où se trouve maintenant la morale, où se trouvent les valeurs. Donc, les gens qui partent chez Macky Sall, mais ils y vont uniquement pour des intérêts. Moi, ma conviction est que si je devais peut-être conseiller Bokoum avant, bon, les choses sont faites, hein, le vin est tiré, il faut le boire. Même si moi, je pense que la place de Bokoum, avec tout son avenir, c'était sous l'aile protectrice d'Idrissa Seck, puisqu'il a du chemin à faire. Maintenant, quitter Idrissa Seck, tirer sur Macky, et ensuite, quelle perspective? Il a les moyens, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Les moyens, c'est vrai qu'on les cherche. Mais de toute façon, moi, les propos d'un politicien, même si Ken de Tudor se donne, comme on dit, de toute façon, je pense qu'il est assez intelligent et assez engagé pour asseoir peut-être et mettre tous les ingrédients pour faire une bonne carrière politique avec la jeunesse. Mais quand même, moi je pense qu'il avait du chemin à faire avec Idrissa Seck. Peut-être qu'il faut le reconnaître avec ses défauts aussi, à quelques qualités quand même. Puisque avec l'élection passée, les législatives, il avait dit que s'il perd Thiès, il quitte la scène politique. Vous comprenez, ça c'est des engagements, c'est des défis. Pour lui, il garde encore la commune de Thiès. Voilà, alors, donc je pense que moi, Idrissa Seck, peut-être après 2019, peut-être il peut s'effacer. Il avait donné un âge limite qu'il ne dépasserait pas dans sa carrière politique, il l'avait dit, et répété, on verra ce que ça va donner. Alors, je sais que vous êtes tous les deux très très politiques, tout comme moi, mais on va terminer en parlant de football. Mame Gor Ngom, le Sénégal joue dans quelques instants contre le Cap-Vert, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de Russie 2018, un match que l'on dit décisif qu'il faudra gagner si on veut aller en Russie. Pour vous, les Lions peuvent-ils y arriver? Bon, c'est-à-dire aller battre le Cap-Vert après. Bien sûr, ils peuvent y arriver, hein, parce que comme on le dit, c'est une constellation de talents. Absolument. Bon, il faut que l'entraîneur s'y mette, quoi. Bon, comme on le dit, la défaite est interdite. Si on nous bat, bon, les carottes seront cuites, même si on a un match de retard en Afrique du Sud en novembre, mais je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour gagner ce match. Et puis il faut que l'entraîneur, il peut être sous pression, mais il ne faut pas qu'il écoute les propos de certains, comme du ministre des Sports. Oui, mais justement, est-ce que le ministre lui-même n'a pas contribué à mettre davantage de pression sur l'entraîneur? Je pense que c'est... Bon, je le disais en jouant comme ça, je disais que bon, le ministre a raison, parce que nous, on a les meilleurs terrains, on a des stades, des infrastructures, on a le meilleur entraîneur, les meilleurs joueurs du monde, d'Afrique. Donc le ministre a raison, on doit gagner. Mais je pense qu'il n'avait pas à dire ça. Oui. Un match de football, c'est un match de football. On peut le gagner comme on peut le perdre. Je pense qu'on peut gagner un match de football sur les détails et tout. Mais les Lions ont les potentialités de gagner. Il faut qu'ils gagnent.
mais pas mettre la pression, ou bien certains disaient même que le président avait dit que si on ne se qualifie pas, on allait... Pape Samba, est-ce qu'il n'y a pas là raison de garder, d'avoir plus d'humilité au lieu de penser que nous sommes les meilleurs, comme dit Mamgour, on a les plus beaux stades, on a les plus belles infrastructures et qu'on doit battre tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas raison de redescendre sur terre et de se dire que dans ce pays, malgré tout le talent qu'il y a dans cette équipe nationale-là, il n'y a que Léopold Senghor pour jouer un match international et qu'on doit arrêter de rêver. Quel Léopold Senghor? Ça, quand même, c'est un art, l'humilité, la modestie. Mais c'est vrai que le Cap-Vert est gagnable. On a le potentiel, mais quand même, c'est un match de football, c'est une compétition. Maintenant, moi, tout le temps concernant le football, depuis presque que je suis un peu observateur de ce qui se passe, observateur dans mon domaine, mais je me dis quelque part, est-ce que nous, le football, nous rapporte quelque chose? Je pense que pour le match de football, c'est vrai qu'il faut de l'humilité, il faut de la modestie, mais aussi c'est une compétition, il n'est jamais gagné d'avance. Maintenant, le Sénégal, qu'est-ce que le football nous a apporté? Cette question aussi a tout son pesant d'or. On a fait une Coupe du Monde en 2002, jusqu'ici on ne voit pas les retombées. Voilà. Les pays limitrophes, même les petits pays avec qui nous jouons, et certains ont gagné la Coupe d'Afrique. Nous, on l'a jamais gagné. Et puis le hic au Sénégal est que tout le monde veut être entraîneur. C'est vrai qu'un ministre, Matarba, ou le président de la République, une autorité suprême, c'est une vision peut-être qu'il véhicule, mais l'exécution, c'est l'entraîneur. Il faut qu'il garde la tête sur les épaules et qu'il puisse, des fois, puisque moi, je reproche à Aliou Cissé, des fois, quelques réglages, quand c'est critique, c'est là où on reconnaît un bon entraîneur. Les remplaçants à opérer, les remplacements à opérer des fois quand c'est critique ou quand il y a une situation favorable pour maintenir les acquis. Donc, il faut qu'il garde la tête sur les épaules et qu'il puisse nous montrer que c'est un technicien capable d'opérer des changements des changements positifs pour que le Sénégal puisse gagner ce match avec le Cap-Vert. Moi, je pense que si on ne peut pas gagner le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, mais est-ce que... On n'a rien à faire en Russie, comme dit Habibé. Alors, en tout cas, c'est l'occasion pour nous de souhaiter plein succès aux Lions du football qui affrontent donc le Cap-Vert. Ce sera tout à l'heure. Il faudra les 3 points pour espérer aller en Russie en 2018. Mesdames et messieurs, c'était Actu en 7 qui avait le plaisir de recevoir Mame Gor Ngom. Merci à vous, Mame Gor. Merci également à Papa Samba Sène. Ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Actu en 7. Mesdames et messieurs, c'est avec le même plaisir que je voulais présenter. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, avec d'autres journalistes sur l'actualité au Sénégal. Merci.